Nous sommes dimanche et le grain est posé. Je pense qu'avec ma tenue, vous devinez déjà qui on reçoit. On reçoit un de mes enfants. Les Dogons, c'est un Dogon qu'on va recevoir. Et comme d'habitude, je suis toujours avec Ablaye Konaté, mon co-animateur. Ablaye, bonsoir. Bonsoir, CEO. Et tu as commencé à attaquer. Non, je n'ai pas commencé à attaquer. Je plante les décors. J'explique aux gens la réalité, c'est la vérité. Donc, aujourd'hui, nous recevons un jeune entrepreneur malien qui évolue sur deux volets. Le premier volet, c'est la communication. Et il vient de se lancer aussi un peu dans l'édition. Bon, pas l'édition, mais plutôt l'écriture. Donc, il vient de publier un ouvrage. Et il s'agit de Amagara Togo, le promoteur de la plateforme numérique, pratiquement, on peut dire, la plus suivie de la sous-région actuellement, qui est Entrepreneuriat par Excellence Afrique, qui fait la promotion de l'entrepreneuriat, qui valorise réellement l'entrepreneuriat dans la sous-région, qui valorise les entrepreneurs à réussite pour motiver et encourager le jeune aussi à se lancer. Amagara, bonsoir et bienvenue au Grain des entrepreneurs. Bonsoir, bonsoir, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Normal. Ça fait énormément plaisir. Non, le plaisir est partagé. Bienvenue. Je pense que les merci vont à ton endroit. C'est ça. Parce que ce que tu fais est exceptionnel, il faut le reconnaître. En Afrique, on a du mal à reconnaître la valeur des gens, de leur vivant. Exactement. Je pense qu'il faut qu'on le fasse maintenant. Et après, on continuera pour la postérité. Exactement. Voilà, donc déjà bravo parce que voilà, on va te laisser nous dire comment l'initiative est venue, comment tu t'es débrouillé. Mais je passe la parole d'abord à Konaté qui va te poser une ou deux questions pour un début. Bienvenue à Amagara. Merci beaucoup. Super. Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous allons beaucoup parler de ton parcours scolaire, aussi professionnel également. D'accord. Donc, pour moi, la première question, c'est de savoir en fait d'où est venue même la page Entrepreneuriat par Excellence. Oui. L'idée de la page. D'accord. En ce qui concerne l'idée de la page Entrepreneuriat par Excellence, en réalité, il y a une histoire derrière la page, une très longue histoire. Moi, quand je suis arrivé au Maroc en 2018, dès la première année, il y a un grand frère qui m'a conseillé de me lancer dans l'entrepreneuriat après ma formation universitaire. Et en ce moment, bon, le terme entrepreneuriat m'était un peu étranger, mais je connaissais tout ce qui est projet, création d'entreprise, mais l'entrepreneuriat pour moi c'était un peu étranger. Donc ça m'a poussé à faire des recherches là-dessus. Je suis allé sur Google, donc j'ai eu une idée sur l'entrepreneuriat. Après cette recherche, j'ai commencé à suivre des entrepreneurs africains sur les réseaux sociaux. Et après, j'ai remarqué que chaque entrepreneur a une communauté, a un réseau qui les permet de partager leurs activités, leur quotidien. Et je m'étais dit, bon, si tu veux créer une entreprise, pourquoi ne pas créer dès maintenant une page pour te faire une communauté? Mais en ce moment, comme c'était en licence, je m'étais dit, bon, j'étais très concentré sur les études. S'il faut créer une page maintenant, ça va un peu me déranger. Je m'étais dit, bon, je vais laisser l'idée de créer la page après ma formation universitaire. Sauf qu'il y a eu un déclic. Le déclic, c'était en 2021, après la licence. Donc, moi, j'étais parti au Maroc pour un contrat de 3 ans. Donc, après les 3 ans, on devait retourner au Mali. Donc, après la licence, normalement, moi, je devais retourner au Mali. Mais bon, je m'étais dit retourner au Mali avec une licence en droit, c'est pas très intéressant quoi, parce que licence en droit au Mali, il y a tellement de diplômés en droit. Donc la licence seulement, ça m'ouvre peu d'opportunités, non seulement au Maroc et au Mali. Donc je m'étais dit, je ferais tout pour faire le master. Et c'est dans le projet de faire le master que la page Entrepreneuriat par Excellence est née. En master, après la licence, normalement, nous on n'avait pas de bourse. Donc pour continuer le master, tu peux faire les concours au même titre que les Marocains. Mais après, il n'y a pas un accompagnement financier. Moi, quand tu prends mon parcours, la licence, c'est très difficile. Et continuer le master sans l'accompagnement financier d'un État ou des parents, ça va être un peu compliqué. Mais je m'étais dit, si les 3 années de sacrifice antérieur ne m'ont pas tué, les 2 ans supplémentaires ne vont pas me tuer. Donc je suis resté. Et je suis finalement resté. Et avant de commencer le master, je voulais travailler pour un peu renforcer mes économies. C'est de là que je suis allé voir un fermier. En ce moment, c'était la période post-Covid. Les entreprises marocaines étaient fermées, pas racontées. Mais moi, je me suis dit, forcément, il faut que les gars paradoxe regarder. Donc, c'est de là que je suis allé voir un fermier qui avait sa ferme non loin de la ville. Amagara, donc, il dit... Excuse-moi de te couper.
de la main, il me semble que ça a coupé un peu en fait le micro. Ok, d'accord. Ce que tu t'apprêtes à raconter est assez intéressant. Il faudrait qu'on... Absolument. Ok, donc, on fait comment maintenant? Non, vas-y, continue. C'est bon, juste que le fait que ça bouge un peu, là, c'est pas bon avec... D'accord, donc je suis allé voir les fermiers. Ok. Donc, je lui ai dit que je suis en train de chercher un job de vacances. Il me dit, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu sais faire le travail de la terre, de l'agriculture plutôt? Je dis, oui, je connais l'agriculture parce que je suis né et grandi dans l'agriculture. Il dit, il n'y a pas de souci. Si c'est ça, voilà, moi j'ai ma ferme loin de la ville, à peu près à 15 km de la ville. Dès demain, tu viens travailler avec nous. Je dis, il n'y a pas de souci. On s'est convenu sur la durée du travail, le salaire, les conditions, tout. Ça, c'était un contrat verbal. Le lendemain, je suis allé. Dès les premiers jours, le patron a commencé à me gronder. Il m'a grondé comme si j'étais un enfant de 6 ans, quoi. C'était déjà mal parti, très mal parti. Le premier jour, on a travaillé de 6 heures, le matin de 6 heures jusqu'à 20 heures comme ça. Le lendemain, c'était la même chose. Et c'était un travail sans repos. Notre patron, lui, il ne pense qu'à son argent. Hein. Il pense que nous, on est des machines. Tu sais quoi. Tu passes toute la journée à travailler et c'est un travail sans repos. Moi, je n'ai jamais vu un travail aussi épuisant que ça. Certes, chez nous, on fait l'agriculture, mais on se repose. Moi, je n'ai jamais vu un travail où il n'y a pas de repos, quoi. Le patron, il a vraiment horreur de nous voir se reposer. Quand il te voit te reposer, il te dit, mais toi, tu es fou, quoi, tu ne travailles pas bien. Il va commencer à crier sur toi. Je dis, ouais, ça, ce travail-là, si je dois continuer dans ça, je risque de tomber malade. Et à la fin du mois, l'argent qu'il va me donner, là, ça ne va pas me permettre de financer peut-être mon problème sanitaire. Mais j'ai réfléchi, j'ai aussi dit à mes amis que c'est un peu compliqué. Ils m'ont encouragé à continuer. Bon, après, 2 jours après, j'ai réfléchi. J'ai dit, bon, si je laisse ce travail, je n'ai pas d'autre travail. Alors, en ce moment aussi, il n'y avait pas de travail parce que c'était la crise sanitaire. C'était un peu compliqué. Donc, mes amis m'ont dit, non, Togo, ça va aller, les choses vont s'améliorer, il faut continuer. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Et comme moi, j'étais venu trouver 3 Marocains qui travaillent là-bas, je m'étais dit, bon, je suis un Dogon robuste là. Si ces 3 Dogons arrivent à supporter, à tenir là, c'est des humains comme moi. Moi, pourquoi pas Togo? Oui, je fais, même si c'est difficile, je ferai d'efforts. Et les jours où moi, j'ai pris la décision de rester, le lendemain, les 3 Marocains ont pris leurs bagages, ils sont partis. J'ai demandé au patron pourquoi ils sont partis. Il m'a dit, oui, c'est des jeunes mal éduqués, ils sont impolis. Alors qu'au départ, quand moi j'étais arrivé, le patron les appréciait beaucoup au détournement de ma personne. Aujourd'hui, il dit, ils ne sont pas bien, c'est moi qui suis bien. J'ai dit, mais là, automatiquement, j'ai compris que ces jeunes-là qui sont partis ressentaient presque la même chose que moi. Sauf qu'il y avait une barrière linguistique entre eux et moi. Ils ne comprenaient pas français. Moi aussi, en ce temps, je ne comprenais pas leur langue. Donc, c'est cette barrière linguistique qui a fait qu'on n'a pas pu un peu se partager nos sentiments. Les conditions étaient tellement difficiles que ces jeunes-là ne pouvaient pas rester. Moi qui venais de quitter les tables bancs, fraîchement diplômé, j'avais ma licence en poche. Et par contre, c'est des gens, les travaux physiques, c'est leur affaire. Ils ne font que ça. Ils ne sont pas allés à l'école comme moi. Ils ne font que ça. Donc quand ils sont partis, j'ai dit, mais qu'est-ce que moi je vais faire? C'est à cause d'eux que moi je suis resté. Ils ont pris leurs bagages, ils sont partis. Moi, Togo, qu'est-ce que moi je vais faire maintenant? J'ai dit, bon, ma décision elle est prise. Je vais rester, faire 1 mois, même si ça va être difficile. Quand ils sont partis, donc les patrons, je pensais qu'avec le temps, les patrons allaient changer. Mais 2 jours, 3 jours, les patrons, c'est toujours les mêmes conditions. On était en brousse, il n'y avait pas une bonne alimentation, il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas d'eau potable. On était mal nourris, c'était vraiment compliqué. C'était une vie très difficile, quoi. Donc, quand ils sont partis, le patron aussi n'a pas amélioré les conditions. Finalement, je m'étais dit, si c'est ça être le salarié ou l'employé de quelqu'un, moi, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est ce jour même que j'ai créé la plateforme entrepreneuriat par excellence. Et Dieu faisant les choses, à ma grande surprise, 4 mois, 5 mois après, la page a commencé à me générer de l'argent. Et moi, j'étais allé là-bas pour me faire un peu d'argent et financer mon master. Je n'ai pas eu beaucoup d'argent là-bas, mais avec la frustration, désection et autres, là, ça m'a poussé à créer la page. Et cette page qui est née en difficulté m'a permis quand même de financer une bonne partie de mon master. Et si jusque-là, je suis en vie,
devant vous aujourd'hui. On peut dire qu'en partie, c'est grâce à la plateforme Entrepreneuriat par Excellence. Voilà un peu la petite histoire derrière la page. C'est vraiment inspirant. Félicitations à toi, parce que moi, je connais aussi un peu le Maroc. Surtout le fait de trouver un emploi, c'est compliqué. Aussi avec les Marocains, bon, des fois, ce genre de travaux, en fait, on t'exploite en quelque sorte. Ça, c'est inspirant. Et ce qui est encore inspirant, vraiment, c'est le parcours dans cet ouvrage-là que tu expliques. Moi, je n'ai pas terminé la lecture. En réalité, mais les petites pages que j'ai lues déjà, je suis un peu ébahi de ce que j'ai vu comme parcours. Mais avant d'arriver au niveau Maroc, là, bon, déjà, j'invite tout le monde à acheter le livre. Vraiment, c'est intéressant, c'est inspirant. C'est quand tu vois, toi, ton histoire. Donc, même si tu souhaites te relâcher, tu souhaites abandonner, là, tu vas dire, ce que tu t'es dit la dernière fois, si les petits Marocains ont pu tenir, pourquoi pas toi? Donc, quand tu lis vraiment l'histoire, tu vas te dire, pourquoi, le fait que Togo a pu tenir, mais pourquoi pas moi aussi? Donc, ça va te motiver à passer à l'action. Parce que moi, j'aimerais savoir ton parcours du village à Bamako. Les difficultés, comment est-ce que tu t'en es sorti? Comment est-ce que tu t'es débrouillé vraiment à le faire? Oui, du village au Mali, c'est... Du village à Bamako. Voilà, du village à Bamako, c'est une très longue histoire. Je vais rapidement faire un résumé parce que s'il faut parler de ça... Non, il ne faut pas tout dire parce qu'il va acheter les livres pour voir un peu. Voilà, on va toucher les points essentiels et aller très rapidement. Alors, moi, je suis né dans un petit village dans la région de Banyangara, cercle de Koro, commune de Kopropin. C'est un petit village de 5000 habitants. Et j'ai eu une enfance très difficile. Déjà, mon nom, Amangara, il y a eu aussi une anecdote, une histoire derrière ça. Le nom signifie Dieu est grand. Amangara, ça signifie Dieu est grand. Donc, ces noms, le choix de ce nom, ce n'est pas un choix de hasard. Mes grands-parents m'ont donné ce nom à cause de l'histoire. C'est une histoire triste, c'est une histoire dramatique. Et c'est à cause de cette histoire qu'ils ont dit, quel que soit l'incident malheureux, l'événement malheureux, il y a quand même Dieu. C'est Dieu qui est fort. Nous, les humains, on n'est rien. Donc, d'ailleurs, la première page du livre parle un peu de cette histoire, l'histoire qui se cache derrière mon nom. Donc, une naissance difficile, une enfance très difficile, parce que moi, j'ai été élevé en grande partie par mes grands-parents. Donc, un enfant dans les mains des grands-parents, on sait comment ça se passe, c'est pas facile. Donc, c'était vraiment un parcours un peu compliqué. On m'avait inscrit à l'école, j'ai abandonné les études plusieurs fois, on m'a forcé à reprendre. Donc, quand tu lis, c'est quand même, quand tu lis les livres, tout est bien détaillé là-dessus. Donc, après un parcours scolaire très difficile, c'est à partir de la 9e année que ma situation scolaire s'est stabilisée. Sinon, de la première année jusqu'à la 9e année, j'ai plusieurs fois échoué, j'ai plusieurs fois abandonné, on me forçait à reprendre, ça n'a pas été facile. Donc, à partir de la 9e année, je m'étais dit, jeune, il est temps de prendre en main ton avenir parce qu'il y a un temps pour tout, quoi. Donc, j'étais un peu un jeune et conscient, mais j'ai pris conscience à partir de la 9e année. Après le DEF, je suis allé au lycée. Au lycée aussi, mon histoire avec l'AM a marqué beaucoup de personnes. J'en parle en long et en détail dans les livres. Après l'histoire avec l'AM, je suis allé au bac, j'ai eu ma première année. Là aussi, ça a été un choc dur parce que les gens pensaient que le jeune a maintenant pris conscience, il a pris le bon chemin. Et brusquement, il échoue. Donc, ça a été une déception pour beaucoup de personnes. Et après la première année au bac, la deuxième année, Dieu faisant les choses, je suis passé avec mention bien. Et ça aussi, passer avec mention, ça a été une grande préparation. J'en parle de ça en détail aussi dans les livres. Donc, quand j'ai eu le bac, Dieu faisant les choses avec mention, j'ai eu la bourse pour le Maroc. Et pour moi, avoir la bourse, c'était déjà un succès. Quand tu regardes les conditions, les contextes dans lesquels... Déjà, avoir la mention, là, c'était quelque chose que tu avais préparé. Justement, j'avais bien préparé. Tu as raconté dans les livres que quand on t'a annoncé en fait que tu as reçu ton bac, tu n'as pas sauté sur le coup. Justement. Parce que pour toi, ton objectif, c'était d'avoir une mention. Une mention, oui. C'est avoir juste un bac simple comme ça, c'était considéré comme un échec pour toi. Justement. Donc, j'ai bien aimé la partie parce qu'on voit que tu étais visionnaire pendant ce temps-là et puis tu voulais quelque chose réellement. Tout à fait, tout à fait. Oui, le bac avec mention, ça c'est dès la rentrée, moi j'avais prévu ça. J'avais dit ça à notre proviseur. Cette année, moi, M. Togo, l'objectif c'est pas le bac simple, mais c'est bac avec mention. C'est ça. J'avais dit ça à un ami aussi. Il me dit, Togo, c'est pas facile, mais j'ai dit non, mon frère, rien n'est impossible. Non. Le bac, les résultats sont sortis, il m'a appelé, il me dit, oui, Togo, mon frère, il passera. J'ai dit, mais
Lui, il n'avait pas ajouté que je suis passé avec mention, quoi. Il dit, ben, moi, je n'ai pas shooté déjà. Je l'ai rappelé de nouveau. Je dis, mais le reste de l'information. Il me dit, oui, effectivement, tu es passé avec mention. Je dis, voilà, c'est ça que moi, je cherchais. Donc, il y a aussi une très belle histoire derrière la préparation de mon bac. Et l'histoire de mention, c'est très intéressant. Ça peut quand même permettre à pas mal de jeunes aujourd'hui qui pensent qu'une fois, quand ils échouent, c'est fini pour eux. Non, moi, c'est un exemple. J'ai échoué ma première année. Les gens ont dit beaucoup de choses. Chez nous, au village, quand tu échoues, vraiment, les commentaires vont dans tous les sens. Moi, je savais au fond de moi pourquoi j'ai échoué. J'ai corrigé les jurés. La deuxième année, comme on le dit souvent, on recule souvent pour mieux sauter. Donc, j'ai reculé, j'ai mieux sauté. Et Dieu faisant les choses du village, je me suis retrouvé au Maroc. Et après le bac, la bourse, pour moi, c'était déjà une réussite, quoi. Quand tu regardes un peu le contexte dans lequel je suis né, une enfance très difficile, dire que moi, j'ai bénéficié d'une bourse de suite pour aller à l'étranger, pour moi, c'est déjà un succès. Mais je ne savais pas que derrière ça, il y a une autre épreuve, une histoire. D'après les Ivoiriens, derrière montagne, il y a montagne. Derrière montagne, il y a montagne. Donc, Boussou, moi, j'étais venu à Bamako pour le dépôt des dossiers. Je suis retourné, j'ai fait 2 mois, les résultats étaient sortis. Bon, j'avais même pas un bon téléphone dans ce moment, j'avais pas Android, 2018 tout près là. Donc, j'avais un petit téléphone. Les résultats étaient sortis, la direction n'a pas pu me joindre. Bon, je n'ai pas aussi envoyé des gens. C'est à la dernière minute que moi, j'ai été informé que les maçons, bourses seront. Donc, après ça, je suis arrivé à Bamako. Presque tous les boursiers étaient déjà prêts à partir. Moi, j'étais venu à 2 mois de retard et c'était aussi compliqué. Je suis allé à la direction, on m'a dit, ok, monsieur Togo, tu rassembles rapidement tes papiers, tu voyages avec les autres dans une semaine. Alors, donc, nous, on s'est mis dans la course pour avoir les papiers, notamment les passeports. Et pour avoir les passeports, moi, j'ai vécu de l'enfer ici. Vraiment, c'est une histoire aussi très douloureuse. Les passeports passeport VIP, qu'on pouvait avoir en 24 heures. Nous, il nous a fallu 30 jours, 1 mois pour l'avoir. Pendant les 30 jours-là, je vous dis, c'est difficile à expliquer. Et dans le livre, il y a tous les détails dedans. C'est très, 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 très difficile à expliquer. Et moi, quand je pense à cette histoire, ça me fait encore mal parce que ça n'a pas été facile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé, on m'a dit, ok, va chercher les documents pour le passeport. Moi, j'avais presque tous les documents, il me manquait la fiche individuelle. Quand on allait à Korofina, il y avait une erreur là-dessus. Les gens de Korofina nous ont dit, pour corriger l'erreur, il faut 2 mois. Moi, j'étais déjà à 2 mois de retard. Ils ont dit, pour corriger l'erreur, il faut encore 2 mois supplémentaires. Ça fait 4 mois. Parce que vous devriez partir justement, dans 15 jours. Voilà, non, alors que moi, non, il était déjà en retard. Les 15 jours sont déjà finis. Dans la préparation. Voilà, j'étais déjà en retard. J'étais déjà en retard. Donc, mon vol était prévu pour le 15 octobre. Donc, je devais rassembler tous mes papiers avant le 15 pour voyager. Parce qu'on avait un convoi des étudiants. Et ils étaient tous prêts. J'étais le seul qui n'avait pas réuni toutes les conditions. Alors, les gens de Korofina nous ont dit, il faut 2 mois pour corriger l'erreur. J'ai essayé d'expliquer là-bas, on m'a mis à la porte. On m'a dit, monsieur Togo, bon, si tu ne peux pas attendre les 2 mois, il n'y a pas d'autre solution. Moi, c'est moi à Bamako, je ne connaissais personne. Je venais d'arriver du village. Je n'avais pas de relations comme aujourd'hui. Je n'avais aucune connaissance. Bon, certes, j'avais des connaissances, mais je n'étais pas très proche d'eux. Et c'était un peu compliqué. 2 mois, de gauche à droite, on a tapé à toutes les portes. Et je vous dis, Issara, pendant les 2 mois, 1 mois plus tôt, ça n'a vraiment été facile. Partout où moi j'ai passé, on me proposait des sommes colossales pour que mon problème soit résolu. Bon, moi qui venais du village, j'avais rien sur moi. Donc au Mali, malheureusement, si tu n'as pas d'argent ni relation, c'est pas facile. C'est compliqué. Hein? Donc c'est à la fin du mois qu'on a trouvé une solution grâce à un parent, à un Mogador de Sora au niveau du ministère de l'enseignement, non, ministère de l'administration territoriale. Donc c'est lui qui nous a dirigé vers le directeur de Korofina, la direction de la Kachina. Pour avoir le directeur aussi, c'était compliqué. Le directeur, à l'époque, je pense que le Mali avait le seul centre pour les 20 millions de Maliens. Donc le directeur n'avait pas de temps pour tout le monde.
C'est vrai, lui, il nous a dirigé vers le directeur, mais pour voir le directeur, c'était aussi compliqué. Il nous a fallu une semaine pour voir le directeur. Le jour où j'ai vu le directeur, ce jour-là, j'étais mal habillé, en mode villageois, des cheveux, on dirait un fou. Quand je suis rentré dans son bureau, il me dit, mais qui t'a envoyé ici? Parce que quand tu regardes mon état, tu te dis, mais comment lui peut se retrouver dans le bureau d'un directeur? Donc il me dit, voilà, tu es venu faire quoi? Si je l'ai rapidement expliqué l'objet de ma présence, il dit, il n'y a pas de souci. Il a ordonné à son subordonné de gérer mon problème. Le problème qu'on nous avait dit qu'on ne peut pas résoudre s'il faut 2 mois, je pense qu'ils ont résolu ça en 2 jours. Hein. En 2 jours. Mais Togo, avant la résolution du problème, il y a une petite étape qui est très intéressante. Ok. À un moment donné, tu n'avais plus d'argent sur toi. Oui. Il t'a fallu marcher 14 km. C'est bien ça? De Faladje à Korofina pour pouvoir voir le directeur. Des fois même, tu n'arrivais même pas à voir le directeur. Ce que tu as dit, il t'a fallu 1 semaine pour voir le directeur. Mais à un moment donné, est-ce que tu t'es pas dit, mais est-ce que moi je ne vais pas abandonner? Est-ce que dans cette chose-là, est-ce que tu t'es pas posé cette question? Non, moi c'était le Maroc à tout prix. C'était le Maroc à tout prix. Je m'étais mentalement préparé pour ça. Quelles que soient les difficultés qui étaient devant moi, le Maroc à tout prix. C'est pourquoi, bon, dans les démarches, quand je faisais les démarches, l'argent que les parents m'ont donné pour aller au Maroc, l'argent était fini. J'avais plus rien, même pour prendre le transport le matin, quitter Faladje, venir à Korofina, Warbe Kumbana. Mais je m'étais dit, non, Togo, tu ne peux pas abandonner. Souvent, je prenais 300 francs avec des connaissances, avec une tante aussi, à Faladje, 300. Donc, avec mon 300, je quitte Faladje, j'arrive souvent à Soukouba, Warbana. Les restes, je continue à pied. Ouais. Et une fois à la direction, le soir, je retourne souvent à pied. De Korofina, je traversais le 3e pont de Bamako, de Korofina pour descendre à Faladje. À ce moment, je ne connaissais pas Bamako, mon point de repère c'était Tour d'Afrique. Donc je demandais aux gens où se trouve Tour d'Afrique. Une fois traversé le pont, je demande Tour d'Afrique. Les gens m'indiquent là-bas. Arrivé au niveau Tour d'Afrique, c'est à côté de Faladje. Donc moi, une fois au niveau Tour d'Afrique, donc je sais où se trouve notre famille. Donc, la dernière semaine de mes courses là, moi je l'ai presque effectué à pied. Hein. Moi j'ai l'habitude de faire Korofina Faladje à pied, Korofina ACI à pied, de l'ACI à Faladje à pied. Donc c'était le Maroc à tout prix. Heureusement, à la fin on a eu gain de cause. Il y a beaucoup de détails dans les livres, on ne peut pas tout dire ici. Donc on a eu gain de cause. Après, quand on a eu la fiche individuelle, j'ai amené ça au niveau de la direction des passeports. Ils ont lancé l'opération vers midi, ils m'ont appelé. Ils me disent, Monsieur Togo, malheureusement, votre opération a échoué. Et vous devez reprendre toute la démarche à zéro. Mais à ce jour-là, j'ai très mal. C'est très mal. Et le pur, j'avais demandé à celui qui m'a appelé de m'accorder une audience afin que je puisse l'expliquer comment nous avons obtenu les papiers. Le monsieur m'a dit non, il m'a raccroché, il dit c'est impossible. Il dit c'est ça la règle. Il dit c'est ça la règle. Tu reprends, c'est comme je dois reprendre le paiement même à la banque au départ pour refaire toutes les démarches que moi j'avais à faire. Après 1 mois de dur labeur, de sacrifice, de faim, de fatigue, de tout. Et on m'a dit, voilà, monsieur Togo, bon, ce jour-là, bon, certes, j'étais très concentré, mais ce jour-là, ça m'a un peu découragé. J'ai appelé un grand frère, j'ai dit, bon, c'est bon, mon voyage au Maroc, là, on va s'arrêter ici. Le grand frère me dit, non, calme-toi, ça ne va pas se passer comme ça. C'est pas vrai. Donc après, on est allé encore à la direction, ils nous ont fait asseoir, on a un peu expliqué comment nous avons obtenu les papiers. Donc il y a eu une erreur technique qu'ils ont relancée et Dieu faisant les choses, ça a marché. Et le jour où j'ai eu le passeport, moi j'ai eu mon passeport le 31 octobre. Et c'est le même jour que la direction nationale de l'enseignement a confirmé mon vol. Le même jour. Moi, je suis arrivé au Maroc le 1er novembre, passeport le 31 octobre. Donc, le voyage n'était pas préparé. Je n'avais plus rien sur moi. Et je n'ai pas pu acheter ni chaussures, ni habits, ni rien. Je n'avais plus rien sur moi. Et un grand frère m'a donné 15 000. 15 000, c'était mon argent de poche. Et j'avais comme bagage ce petit sac-là.
Voilà, ces petits sacs-là. Ces sacs-là. Ah, ces sacs-là. C'est le sac qui m'a accompagné durant ce parcours difficile. Pour la petite histoire, c'est les sacs avec lesquels j'ai fait tout mon lycée. 4 ans au lycée, j'ai fait avec les sacs. Et il y a derrière les sacs, il y a une autre histoire aussi. Parce que ces sacs-là, je les volé ça. Mais il faut montrer le sac. Je pense pas que c'est le sac qui est fait voilà, c'est pour moi, c'est un symbole quand même du courage, de la persévérance et surtout de la résilience. Parce que les gens m'ont dit de laisser ces sacs pourris, mais je dis, vous ne connaissez pas la valeur de ces sacs. Même si on me donne ça à 1 million là, pour vendre, je ne vais pas vendre. Parce que derrière ces sacs-là, moi je sais, il y a une véritable source d'inspiration. Donc, quand j'ai acheté ce sac-là en 2012. Voilà, j'ai acheté ce sac-là. On est en 2000. Voilà, j'avais volé ça en 2012. Ah ouais. J'avais volé ça en 2012. Tu as pris ou bien tu as volé? Pour les enfants d'aujourd'hui, c'est pour un tonton, il avait mis ça dans sa chambre. Donc moi, j'ai volé, j'ai fui le village voisin pour aller chez moi avec ça. Parce que c'est pour mon tonton, lui il était ancien. Donc moi j'étais allé le voir chez lui pour faire 2 jours. Donc j'en ai profité pour voler les sacs. Et ces sacs-là, voilà toute l'histoire. Le tonton il vit. Il a envie, hein? Ah, j'espère que vous n'allez pas l'envoyer. Normalement tu dois beaucoup maintenant, hein? Il faut pas l'envoyer. Tu dois beaucoup maintenant. En vrai, depuis mon nom au bon il là ko saki 3 mois 6 mois ça court ça. Non, Ferrado. Ferrado parce qu'il y avait dans la doba dima. C'est ça. Donc j'ai fait tout le lycée avec ça. Au Maroc aussi, j'ai fait la première année avec ça. Ça m'a servi de bagage quand je partais au Maroc. Au Maroc, j'ai fait la première année avec ça. Donc, les sacs-là a choqué tout le monde quand je partais au Maroc. D'ailleurs, c'est pourquoi je n'ai pas vraiment voulu laisser les sacs-là. Quand je suis arrivé à l'aéroport, déjà, l'agent qui était chargé de peser les bagages, j'avais demandé aux gens d'amener les bagages. Je suis parti avec mon sac. Il me demande, mais monsieur Togo, où sont tes bagages? Je lui ai montré mon sac, il dit, mais ça, c'est pas un bagage. Il dit, mais comment ça? Il dit, mais toi, tu vas aller faire quoi au Maroc? Je dis, ouais, je vais aller pour étudier. Il dit, mais c'est pas possible. Tu n'as presque rien dans ton sac. Comment tu vas aller au Maroc étudier dans ces conditions-là? Il dit, mais c'est pas possible. Il m'a demandé, mais toi, tu n'as pas de parents ou quoi? J'ai dit, ouais, j'ai des parents, ils sont au village, mais ils n'ont pas assez de moi. Il dit, ça fait 10 ans que lui travaille à l'aéroport ici, il n'a jamais vu un cas particulier. C'est un cas pour lui, c'est des jamais vu quoi. Ça a l'impression. Mais c'est impressionnant. Imagine avec juste un sac à dos. Il dit, les gens, même s'ils partent à l'étranger faire 2 jours de séjour, là, ils voient comment les gens partent avec tu vois, tout leur bagage. Mais toi, tu vas aller étudier. C'est pas une année, 2 ans, c'est pour plusieurs années, mais tu pars avec ces petits sacs. Mais il dit, mais c'est pas possible. Moi, jusque-là, je n'avais pas réalisé ce qui m'attendait au Maroc. Hein. J'étais dans ce sentiment de fierté d'un jeune boursier qui va aller étudier à l'extérieur. Pour moi, une fois à l'extérieur, l'État va envoyer des millions. Nous, on n'aura pas de difficulté. Déjà, il y a un autre challenge même qui m'attendait au Maroc. Quoi. Donc, à l'aéroport, le gars, il a été très sympa avec moi parce qu'il savait déjà ce qui m'attendait là-bas. Il m'a accompagné. Et je suis arrivé au Maroc le 1er novembre. Et déjà dans l'aéroport, tout le monde me regardait bizarrement. Parce que moi, au Mali, j'avais eu que le billet. Hein. J'avais le billet. Et je n'avais plus rien sur moi. Même quand tu vois mon habillement, certains se demandent, mais lui, là, comment lui il est rentré dans l'avion? Parce que c'est mal habillé, les cheveux, on dirait un fou. Mais comment les gens même se demandaient comment lui, il a pu se retrouver dans l'avion. Mais moi, l'essentiel, l'objectif est atteint, l'essentiel ici au Maroc, c'est bon. Je suis sorti, j'ai trouvé un black. Il était le seul black ce jour-là à l'aéroport. Donc quand je l'ai vu, naïvement, je m'étais dit, ah tiens, il va m'accompagner pour le reste. Et par naïveté, moi, je l'ai remis. Bon, il m'avait demandé d'acheter crédit pour acheter ceux qui vont venir me maquiller à l'aéroport. J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'avais 20 €. 20 €. Je ne savais même pas la valeur de l'euro. Quand j'ai fait change au niveau de l'aéroport, on m'a donné 20 €. Donc, je ne savais même pas 20 € là, sa valeur même, je ne savais pas. J'ai demandé aux jeunes blagues là, qui m'avaient demandé d'acheter des crédits, mon 20 €. Lui, il enlève 10 €, il me remet 10 €.
Moi, j'avais même pas trouvé ça un problème, quoi. Alors que, bon, 10 euros, c'est près de 6 000. Quelqu'un qui n'a presque rien, tu vas encore mettre ici 10 euros. Bon, donc, c'est un peu l'ignorance, quoi. Et de l'aéroport, j'ai appelé l'ambassade, on m'a demandé de prendre le train pour descendre à Rabat. Donc, quand j'ai pris le train, déjà, je n'étais même pas arrivé dans ma ville d'accueil, là où je devais étudier Warbebana. J'arrive à Rabat, il y a un ancien qui est venu m'accueillir. Lui aussi, il a posé la même question. Il dit, mais où sont tes bagages? Je lui ai présenté le sac. Il dit, mais c'est pas possible. À Dabal Banan, quoi. Parce que lui, en tant qu'ancien, il savait déjà. Il connaissait les réalités des étudiants. Donc, il avait beaucoup de peine pour moi. Donc, il voulait aussi m'inscrire à la cité universitaire au campus pour que moi, Nebsegane reste sur Dola. Et comme j'étais en retard, le dépôt des dossiers était déjà clôturé, il n'y avait plus d'opportunités. Et c'était difficile. C'est lui qui m'a un peu... Lui, il ne m'a pas donné les détails, mais quand même, il m'a fait un peu savoir ce qui m'attendait. Mais jusque-là, moi, j'étais confiant, quoi. Je me suis dit, non, ça va aller. Donc, de Rabat à ma ville où je devais étudier, c'est quelqu'un qui a dû payer mon transport. Il s'appelle Mahamadou Sissé. Il est actuellement en France, à qui je fais un coucou ce soir, à qui je rends surtout un hommage aussi. Parce que c'est quelqu'un aussi qui est un artisan de mon parcours, qui a contribué à ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc, de Rabat, El Jadida, j'arrive à la gare, celui qui est venu m'accueillir aussi, la même chose. Monsieur Togo, où sont tes bagages? Et dit, cette histoire de bagages là, les gens, parce que moi, mon petit sac là, ça c'est pas bagage. Ça c'est rien en fait. Donc, il m'a posé la même question, vous savez déjà ma réponse. Donc, je suis rentré chez mes compatriotes. Donc, ils m'ont fait asseoir. Même quand je suis allé là-bas, j'étais 5 compatriotes. Et aussi, ils m'ont posé la même question. Quand je suis rentré avec les sacs, ils pensaient qu'il y avait d'autres, le reste de mes bagages en bas, quoi. Donc, ils l'ont entendu pendant quelques minutes, rien n'est venu. Il dit, mais Togo, où sont tes bagages? J'ai présenté le sac. Ils disent, ah, mon frère, bienvenue au Maroc. Ils m'ont fait asseoir ces jours-là. Ils m'ont dit, voilà, mon frère, donc voilà la réalité. Hein. Désormais, tu vas payer ton loyer, facture d'eau, d'électricité, le transport pour aller à la fac, tes documents, tout. Quand ils m'ont cité les dépenses, j'ai dit, ok, si c'est ça, moi je retourne au Maroc, au village. Si c'est ça, moi je retourne au village. Parce que moi, j'avais aucune solution. Je m'étais dit, comment moi je pourrais m'en sortir dans cette condition? Parce que les loyers déjà dans notre ville, rien que les loyers, c'est dans les 40 000, 30 000. Quelqu'un qui n'avait même pas un franc pour s'acheter à manger là, comment il pourra payer ça? Et quand j'arrivais, il n'y avait pas la bourse du Mali, il n'y avait pas la bourse du Maroc. Il n'y avait rien. C'était vraiment difficile. Et mon arrivée au Maroc a fait écho dans la ville. Tous les étudiants étaient dans leurs grains. Il y a un jeune qui est venu avec un petit sac d'eau, 15 000 comme argent. Donc c'était... Mon arrivée au Maroc, ça fait beaucoup de bêtises parce que mon rôle quoi. Les gens disent que non, ça c'est du jamais vu, quoi. Incroyable. Mais c'est un bêtise qui m'a quand même servi parce qu'il y a eu une élan de solidarité après. Les Maliens m'ont beaucoup soutenu, un soutien de départ. Et après, bon, chacun est allé pour étudier. Personne n'a sa mère ni son père là-bas. Donc, chacun a son problème. Donc, moi j'ai eu un premier soutien et le reste, c'était à moi de me battre pour m'en sortir. La première année, ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. Je suis passé par beaucoup de choses et les détails sont dans les livres. J'invite tout le monde à lire surtout cette partie, très très intéressante. Les difficultés que j'ai eu à surmonter. Mais malgré toutes les difficultés à l'école, Dieu faisant les choses, j'ai pu valider mes modules. Et pour moi, c'était l'essentiel. Parce que j'étais allé là-bas pour les études. Si j'arrive à avoir des bons résultats à l'école, malgré les difficultés, je pense que c'est bon. Voilà, donc ça, c'est mon arrivée un peu au Maroc. Première année, un peu difficile. Deuxième année, la situation s'est un peu stabilisée. Voilà. Troisième année, ça va. Après la licence, je viens de vous raconter un peu comment j'ai pu... Non, Konaté, je pense qu'on va laisser les gens découvrir le reste de l'histoire en lisant le livre. C'est ça, Mais on va essayer un peu de rentrer, à parler un peu entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui,
Il a fini ses études. Oui. Il est entrepreneur. Il est promoteur c'est vrai qu'au début, c'était une page Facebook, mais aujourd'hui, c'est une web TV. Tout à fait. Maintenant, parlons de ton retour au Mali. Tu reviens au Mali avec un objectif de transformer la page entrepreneur par excellence en une web TV. Maintenant, quelle est aussi l'histoire et les difficultés que tu as rencontrées à ce niveau-là? Le gars, la réalité, on parle souvent de l'histoire des jeux sacs de Jack Ma, mais lui, je trouve qu'il est vraiment l'incarnation même du mot courage. Courage et persévérance. Persévérance en réalité, vraiment. Oui. Moi, après les masters, je n'avais même pas fait des stages. Bon, j'ai fait les stages pour la soutenance, pour mon projet de fin d'études. Après ça, je n'ai même pas fait des mots au Maroc. J'ai pris mes bagages, j'avais un peu d'économie, j'avais quelques partenaires, les projets en tête et d'autres projets aussi. Et la Web TV, c'était mon premier projet. Et il y avait pas mal d'autres projets derrière quand même la Web TV. Et quand je suis rentré avec beaucoup de motivation, plein d'énergie. Je m'étais dit, ah oui, je vais quand même faire de l'impossible, du jamais vu quoi. Je suis rentré donc avec la Web TV. Déjà, quand je suis rentré, j'ai démarché quelques partenaires techniques et financiers. Donc, on a eu de l'accompagnement. Certains nous ont accompagné financièrement, d'autres matériellement. Donc, on a contacté une entreprise pour l'installation de la Web TV, tout. Donc, après avoir mis les choses au point avec l'entreprise, je suis allé au village, j'ai fait un tour au village. Je suis revenu à Bamako après. Donc, quand je suis revenu à Bamako, on a acheté les matériels pour la Web TV et on était en train de chercher un local. Et en cherchant un local, bon, j'avais demandé à un partenaire d'une association de jeunes entrepreneurs. Donc il m'a dit, Monsieur Togo, bon, ça ne vaut pas le coup de louer un bâtiment. Donc nous, on a un bâtiment qu'un de nos partenaires nous a donné. C'est un bâtiment qui a été donné à l'association. Donc le président de l'association me dit, Togo, viens, on va faire un deal, un partenariat gagnant-gagnant entre l'association et la Web TV. Donc nous, on va vous donner une partie du bâtiment. Vous allez vous installer pour un débit. Et après une année, vous allez chercher un autre local. Bon, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc, en contrepartie de la location, nous, on devait accompagner l'association dans sa communication. Okay. Pas seulement l'association, mais aussi également, on devait aussi accompagner les membres de l'association dans leur communication. Donc, comme nous sommes une plateforme digitale qui évolue dans la communication, et chaque entreprise a besoin quand même de la visibilité. Oui, donc, du coup, c'était un deal bien parti. On s'est dit, OK, il n'y a pas de souci. Et les bâtiments étaient à l'ACI. Il y avait l'électricité, il y aura un courant fanatique. Donc, c'était vraiment un deal stratégique pour nous. On s'est dit, OK, il n'y a pas de souci, c'est un deal gagnant-gagnant. On a fait un plan annuel. On va faire la première année là-bas. Et après la première année, on va s'organiser pour prendre un autre local. Et on s'est installé. On a fait un partenariat. On s'est installé là-bas sur la base du partenariat d'une année. Et malheureusement, après l'installation, 3 jours après l'installation, on a fait le lancement. D'ailleurs, pour le lancement aussi, avec la HAC, on a eu beaucoup de difficultés. Ça, je vais donner l'occasion aux gens de lire dans le livre. Donc, c'est encore une histoire. Ça, c'est une difficulté pour moi, je dirais une difficulté d'ordre administratif et juridique, quoi. Donc, après l'aventure avec la HAC, donc, on a fait le lancement. Porte ouverte, les gens sont venus, il y avait beaucoup d'engouement, tout le monde était content. On avait reçu des propositions de partenariat de la part et d'autres, des propositions de sponsors. J'ai dit, ah non, dans 2 ans, 3 mois, Togo serait milliardaire. J'étais bien content, quoi. Et malheureusement, 3 jours après le lancement, il y a le propriétaire du bâtiment qui débarque. Il était furieux, je ne sais même pas comment expliquer, quoi. Il s'est dit, mais comment nous on s'est retrouvés dans son bâtiment? Il disait, mais c'est pas possible, quoi. Comment on dit ça? Ce jour-là, moi, je n'étais pas au bureau. Il était venu à Yoroke Mangaï. Donc, moi, mon équipe m'a appelé, je suis parti, il dit non. Il était déjà très ébahi, quoi. Il dit, mais comment cela a été possible? Donc, c'est un cousin, je l'ai fait asseoir, je lui ai expliqué un peu comment nous sommes arrivés là. Il dit, oui, mon frère, tu as été arnaqué. Il dit, ce bâtiment que tu vois là, moi j'avais donné préavis de livrer le bâtiment à celui qui avait le bâtiment. C'est le partenaire de l'association.
Donc, le propriétaire dit avoir donné un préavis de 6 mois. C'est là que j'étais encore au Maroc. Je n'étais même pas rentré au Mali. Donc, à mon retour, je me suis retrouvé dans une histoire qui ne me regardait même pas. Oui. Donc, lui, il avait donné les préavis. Entre-temps, les partenaires aussi a pris les bâtiments pour donner à l'association. L'association aussi nous a redonné les mêmes bâtiments sans que le propriétaire ne soit au courant de tout ça. Lui, il ne savait même pas qu'il y avait l'association dans les bâtiments. À plus forte raison, la Web TV, quoi. Quand il a vu l'installation, non, à Europe, non, il dit c'est pas possible. Donc, il dit, il n'y a pas de solution que nous, on reste là-bas. Lui, il avait déjà donné son préavis de 6 mois. Il dit, il ne peut pas comprendre qu'un préavis de 6 mois donné à quelqu'un et la même personne peut permettre à d'autres de venir s'installer dans les mêmes bâtiments. Il dit non. Il n'y a pas de négociation. On a 24 heures. Il nous avait donné 24 heures. Il dit, dès demain, vous libérez les bâtiments, quels que soient les dégâts que ça va causer. Après, même si on va aller engager des procédures judiciaires contre ceux qui nous ont mis là-bas, lui, il dit, ça, ce n'est pas un problème. Donc, il nous dit, vous libérez les bâtiments dès le lendemain. C'était vraiment chaud. Je dis, waouh, l'entrepreneuriat, quand ça nous prend, Je dis, non, c'est compliqué. Donc, 5 cousin, je l'ai fait asseoir. Je dis, bon, c'est vrai, oui, c'est vrai que toi, tu as toutes les raisons, hein, tu as aussi tous les droits, tu peux, même dès aujourd'hui, tu peux nous mettre dehors. Mais bon, souvent on le dit chez nous, il faut savoir garder raison, même si tu as raison sur toutes les lignes, il faut savoir garder raison, essayer d'arranger les choses. Je l'ai négocié. Il dit, jeune, c'est à cause de toi, hein, je te donne 1 mois. Je te donne 1 mois. 1 mois, et après, vous livrez les bâtiments, chacun va se chercher. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, pendant 1 mois, donc nous, juste après le lancement, au lieu de chercher des partenariats de gauche à droite, nous, on était concentrés sur la résolution de ce problème. Et après, le partenaire m'appelle, il me dit qu'il n'était pas au courant de l'installation de la Web TV. Donc, il dit qu'il n'était absolument au courant de rien. Le partenaire, le partenaire qui a donné le bâtiment à l'association. Ah, d'accord. Donc, le président de l'association aussi dit, oui, bon, moi je faisais des rapports complets sur l'évolution des travaux de la Web TV au partenaire, mais le partenaire dit que lui n'était au courant de rien. Donc les deux ont commencé à s'accuser mutuellement. Finalement, on ne savait même pas réellement où se situe le problème. C'était une histoire vraiment compliquée. Et après, moi j'avais appris qu'il y avait aussi un problème, une incompréhension entre le président de l'association et les partenaires. Il n'y avait même pas de communication entre eux. Okay. Donc tout ça là, ça contribue à la dégradation de la situation parce que s'ils communiquaient entre eux, nous trois, quand on se donnait la main, peut-être qu'on allait trouver une solution. Il n'y avait pas de communication entre nous. Le président de l'association, lui, il pensait que c'est l'homme à toutes les situations, il pouvait résoudre le problème. À chaque fois qu'on lui posait les problèmes, il disait non, Togo c'est le partenaire en connivence avec le propriétaire qui est en train de jouer un coup contre lui. Donc il n'avait pas pris les choses au sérieux dès le départ. Parce que s'il avait pris les choses au sérieux dès le départ, peut-être qu'on allait trouver une solution. Donc lui, il pensait que comme il ne s'entendait pas bien avec le propriétaire, le partenaire, il pensait que c'est un coup monté contre sa personne. Alors que le propriétaire était sur une position de faiblesse, les partenaires étaient sur une position de faiblesse, nous étions sur une position de faiblesse. Et la seule personne qui était sur une position de force, parce que le propriétaire, après avoir donné un préavis de livrer les bâtiments, il a donné le même bâtiment en location à une autre association. Et l'association a fait le contrat avec le monsieur, le propriétaire, le contrat d'1 année. Et l'association a payé pour 1 année aussi, à plusieurs millions de francs CFA. Donc, peut-être que le propriétaire, lui, il avait déjà investi cet argent ailleurs. Il était sur une position de faiblesse. Nous, la même chose, les partenaires et les présidents de l'association. Donc, si dès le départ, on avait vraiment mesuré, le partenaire et le président de l'association avaient mesuré la gravité de la situation, on allait trouver une solution. Mais ils ont pris conscience quand la situation était devenue, pour moi, irréversible, quoi, incontrôlable. Donc, après, ils se sont réconciliés, le partenaire et le président de l'association.
Donc on s'est dit, maintenant la solution c'est de dialoguer. Le partenaire a même proposé qu'on envoie l'imam du quartier sur le propriétaire, afin qu'il lui donne quelques mois pour qu'on puisse organiser. Donc bon, est-ce que c'était une bonne solution? Donc on s'est dit, finalement, toutes les 4 parties ont proposé comme solution le dialogue avec l'association, la directrice de l'association avec qui le propriétaire a signé le contrat. Donc, on a essayé de joindre la directrice pendant 1 mois. La directrice n'a jamais voulu nous recevoir. Moi, je partais fréquemment dans son bureau. Si je ne pars pas, c'est le secrétaire de l'association qui partait la voir. À chaque fois qu'on partait là-bas, on nous disait, soit on nous dit elle ne peut pas nous recevoir, soit on nous disait qu'elle n'est pas là. Donc, la voir, c'était comme le président de la République, quoi. 1 mois, on a fait 1 mois. La dame n'a jamais voulu. Moi, je l'ai vu une seule fois. C'est à la fin du mois que j'ai vu la dame là. Ce jour-là, je suis allé. On m'a dit, monsieur Togo, oui, madame ne peut pas vous recevoir aujourd'hui. Bon, je m'étais dit, aujourd'hui, quand même, là, il faut qu'elle doit faire des mois, quoi. Je m'étais assis à la porte. Je suis resté. Elle est sortie pour rentrer à la maison. Elle m'a reconnu parce que déjà, elle connaît l'histoire, quoi. Quand elle m'a vu, elle m'a dit, ouais, bah, nous, on n'a pas de solution pour vous, hein. Libérez les bâtiments. Nous, on a besoin des bâtiments, on a déjà payé, on a les contrats, on a besoin de bâtiments. Il n'y a pas de discussion entre vous et nous, quoi. S'il y a quelconque négociation à faire, vous voyez ça avec le propriétaire. Mais le propriétaire qui est sur une position de faiblesse là, lui il va faire quoi? Il a pris l'argent, on ne sait même pas s'il n'a pas investi ça dans un autre projet. Le propriétaire ne pouvait plus faire quelque chose. La seule personne qui était capable de décanter la situation, c'était la dame là. La dame là, elle a dit, non, elle a dit, il n'y a pas de discussion. Le dialogue était discussion hérédité entre nous et elle. Elle a déjà les contrats, elle a déjà payé, elle a besoin de son bâtiment. Point. Et elle est partie. Je lui ai proposé de venir voir l'installation. Elle dit non, qu'elle n'a rien à voir avec ça. Elle est rentrée. Quand elle est rentrée le soir, elle a envoyé des vocaux au propriétaire. La question était énorme derrière le propriétaire. Donc, elle a proposé au propriétaire de nous donner 48 heures pour quitter le bâtiment. À défaut qu'elle va utiliser ses moyens, hein, les forces de l'ordre pour nous faire sortir. Moi, à ce moment, ça me faisait rire, quoi. Je dis, ah, l'entrepreneuriat. C'est ça l'entrepreneuriat. Ah oui. Quand l'entrepreneuriat, c'est souvent, oui, au-delà des discours de motivation, il y a la vraie réalité du terrain. La vraie réalité, c'est les difficultés. Hein. Il y a la vraie réalité du terrain. La dame, là, c'était comme, elle a donné 48 heures. Et si on ne quitte pas dans les 48 heures, ah, aïwa. D'accord, moi j'ai contacté mon partenaire, j'ai informé l'équipe. Et nous, on a pris 2 mois pour faire l'installation. Le projet, moi j'étais 2 ans là-dessus. On a pris 2 mois pour l'installation. Il nous a fallu 24 heures pour tout désinstaller. Donc c'est pour vous dire que l'entrepreneuriat, c'est aussi ça, quoi. C'est aussi ça. Donc, non, honnêtement. Ok. Non, c'est bien compris. Tu vois un peu, c'est bien compris. Tu vois un peu l'histoire. Donc, on a quitté là-bas, on s'est calmé. Heureusement, moi, ce qui m'a sauvé, la page là, c'est une mine d'or, quoi. Wow. La page, c'est une mine d'or. Et c'est après cette difficulté que j'ai découvert ça aussi. Avant, quand les gens viennent me voir pour des pubs et autres, là, je proposais des sons minables et je me contentais de ça. Mais quand on a eu cette difficulté, après cette difficulté, je peux dire que les revenus de la page ont été doublés, voire même triplés. Wow. Parce que j'ai réellement compris que j'avais une mine d'or devant moi que je n'exploitais pas. Donc, cette difficulté, au lieu de dire que, ah oui, le partenaire nous a fait ça, le propriétaire nous a fait ça, la dame nous a fait ça, le président de l'association nous a fait ça, je me suis dit, quelle est l'opportunité qui se cache derrière la page, et derrière la difficulté que nous venons d'avoir. Et l'opportunité, c'était de revaloriser la page et de mettre le paquet dans la page. Et quand j'ai revalorisé la page, oui, l'argent a commencé à venir de gauche à droite. J'ai dit, mais toi, tu n'avais même pas besoin de lancer la Web TV. Donc, c'est la même page qui m'a permis de relancer, de prendre un autre bâtiment, de se réinstaller. Et c'est la page même qui a financé le projet de livre. Moi, je n'ai pas bénéficié d'un accompagnement particulier de qui que ce soit ou d'une organisation. C'est moi qui ai entièrement financé le livre et c'est grâce à la page. Donc,
comme on le dit souvent, derrière les difficultés, il y a des opportunités. Souvent, quand on a des difficultés, on se dit, oui, c'est fini. On est beaucoup plus concentré sur les difficultés que derrière les opportunités, sur les opportunités qui se cachent derrière la difficulté. Donc moi, c'est un peu mon cas. Donc cette difficulté, je ne l'ai pas trop senti parce que tout de suite, j'ai eu d'autres opportunités, je les saisis. Et voilà, si jusque-là, je vis bien surtout, c'est grâce à la page. Et cette page qui est née en difficulté, quand je me suis retrouvé en difficulté, ça continue encore. Absolument. Voilà. D'accord, l'histoire est très intéressante. Très intéressante. Mais maintenant, moi, je voulais aussi savoir, en termes de chiffres, tu peux dire approximativement, bon, de ton retour à maintenant, pas forcément depuis le Maroc. Tu as parlé un peu du Maroc, on a compris. L'objectif, c'était vraiment financer le master et ça a pu le faire. Ouais. Maintenant, du Mali à maintenant, tu peux estimer à quoi? Du Mali, tu es revenu il y a quoi? Environ une année, hein? Oui, c'est déjà, je suis là déjà, ça fait une année. Une année déjà, oui. Donc, en termes de chiffres, tu peux nous dire quoi approximativement? Chiffres comment? En termes de chiffres, l'argent. C'est voilà, tout ce qui est chiffres là. Ça, vous allez me créer des problèmes. Non, tu n'auras pas de problème. Tout droit du village. Chez nous, si je dis aujourd'hui que je gagne une telle somme, demain c'est 1000 appels, c'est clair et net. Demain c'est 1000 appels. Donc il ne faut pas me créer des problèmes. J'aimerais bien, mais voilà, la responsabilité, aujourd'hui je ne suis pas, ma responsabilité ne se limite pas seulement à ma personne, mais je suis l'espoir de la famille, du quartier, du village. Donc si je donne des chiffres aujourd'hui, demain ils vont m'appeler pour parrainer une lutte traditionnelle ou mais je sais pas. Donc, alors que moi je sais comment moi je me bats pour m'assortir de chez eux, il ne faut pas me créer des problèmes. Mais quand même, globalement, je peux dire que ça me permet quand même de survenir à mes besoins et c'est l'essentiel. J'arrive à répondre à l'appel de mes parents au village. J'arrive aussi à survenir à mes besoins. Donc c'est l'essentiel. Non, c'est déjà très important. Voilà. Mais maintenant, parlons aussi du livre parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Bon, je suis en train d'écrire. Je pense que tellement que ça devient intéressant, là, on ne se rend même pas compte que le temps a déjà... Ouais, le temps imparti est déjà filmé. mais juste une dernière question. Parce que c'est vrai qu'on a plus parlé de son parcours que chiffres. Il faut qu'on parle un peu argent aussi. Je suis en train d'écrire un livre dans lequel je parle un peu des sources de revenus. Et l'une des sources de revenus, c'est le droit d'auteur. Et le livre en fait partie. Beaucoup de gens pensent que, voilà, le livre, etc. Alors que le livre seul peut nourrir l'homme. Mais Togo, toi, ton livre, ça ne vaut même pas un mois. J'ai vu sur ta page, tu as publié que tu as déjà vendu plus de 100 exemplaires. Et on connaît le prix. Le prix promo même, c'était quoi? C'était 10 000. Maintenant, à la sortie, c'est 12 000. Donc, même si on prend le prix promo, on sait que ça vaut quelque chose. En même d'un mois, ça, c'est presque le salaire d'un ministre. Donc, quand tu vois, bon, c'est juste pour dire que il faudrait aussi qu'on explique, en fait. Donc, le parcours... Comme j'ai l'habitude de le dire, il ne faudrait pas qu'on voit seulement le côté négatif. Le parcours aussi, ça permet de faire du storytelling. C'est vrai, et ce storytelling-là se vend en fait aujourd'hui. C'est vrai. Et aujourd'hui, dans son livre, voilà. Et tu vois, si tu veux réellement abandonner, je pense qu'il faut lire le livre. Non, je pense que c'est si tu veux abandonner, il faut aller lire son livre. Si tu lis son livre, je te jure que tu vas, la nuit, là, il va résonner dans ta tête. Quoi. Là, te dire que les besoins réellement du pouvoir. Moi, j'étais beaucoup surpris. En parlant des chiffres, j'étais beaucoup surpris parce que on nous disait tout le temps que les Maliens n'aiment pas lire, les gens n'aiment pas lire. Mais depuis que c'est sorti, même ce matin, j'étais à Djilibougou, j'ai livré ça à un tonton. Au lieu de 12 000, il a payé 15 000. Et il y a pas mal de personnes qui payent 15 000 au lieu de 12 000. Il y a des personnes sérieuses. Moi, je te donne mon anecdote. moi, avant la sortie du livre, j'ai vendu 136 du Code de l'emploi. C'était 136 ouvrages. Et c'était aussi le prix d'avant sortie, c'était 10 000. Et le prix à la sortie, c'était 15 000. Aujourd'hui, on a près de 2000 exemplaires vendus en fait. Donc, c'est pour dire en réalité, les gens sérieux sont là. Hein, à nous de créer le contenu et de les rassembler autour de nous. Produisons des choses de qualité qu'on va leur offrir. Je pense qu'ils vont réellement nous aider à accompagner. Le livre, déjà, rien que la lecture de la première page, hein, il y a pas mal de gens qui ont acheté le livre juste après avoir lu la première page. Parce que ça commence de manière fracassante. Les émotions. Et voilà, avec beaucoup d'émotions. C'est un livre rempli d'émotions. C'est pas des histoires inventées de toutes pièces, mais les acteurs, l'acteur principal est là. Il y a d'autres acteurs impliqués.
Voilà, et c'est... J'ai l'impression de regarder une série télé, quoi. Il y a un premier épisode qui termine automatiquement le deuxième épisode, et puis chaque épisode, il y a son ban chef aussi, quoi. Tu vois, donc... Alors, je pense qu'on a largement, tellement c'était intéressant, et le grain était bon, qu'on n'a même pas senti. Naturellement, les Maninga et les Dogon ne sont pas habitués à gêner. Hein? J'espère que Songoro Tegao c'est bon, Maninga Dogon c'est la même famille. Bon, oui. Bon, tu viens de raconter la petite histoire. Vous êtes, hein? Tu viens de raconter la petite histoire, je ne le savais pas. Non, il y a une histoire entre vous en fait. Vous êtes pratiquement des cousins, c'est la même famille pratiquement. Voilà, c'est peut-être des conflits internes qui ont fait déplacer les uns et les autres après. Bon. Et j'aime bien qu'on parle souvent de l'histoire du Mali parce que c'est important. Comme on le dit, l'un des plus gros problèmes qu'on a, c'est que malheureusement on ne se connaît pas nous-mêmes, alors que la meilleure de connaissance c'est la connaissance de soi. Mais j'espère que ce sera l'occasion d'un autre grain et je pense que Togo sera disponible. Et on attend aussi le nouveau lancement aussi de la Web TV, entrepreneuriat par excellence, donc qui soutient vraiment l'entrepreneuriat. En tout cas, moi j'apprécie, autour de moi j'en parle permanemment. Et aux gens, il faut vraiment être sur cette page-là, quoi. Tu es à la pointe de l'information sur l'entrepreneuriat, pas qu'au Mali, mais sur toute la sous-région. C'est ça le plus important, quoi. Il a pu également attaqué pratiquement. Il a même dépassé l'UEMOA aujourd'hui. Ce n'est même plus l'UEMOA. J'ai vu la zone CEMAC, le Tchad et consorts, je vois la zone CEMAC dedans. Donc pratiquement presque les 17 pays même de la CEDEAO. Donc c'est vraiment intéressant. Donc Togo, si tu as un dernier mot à l'endroit des gens, surtout un résumé sur ta vie, quoi. Un dernier mot à lancer à la jeunesse. Bon, comme dernier mot, je dirais aux gens d'être toujours courageux, d'être focus surtout sur l'objectif. Ça ne sera pas facile. Et la vie, elle est faite ainsi. La vie, nous sommes dans une vie de turbulence. Souvent, c'est difficile, c'est compliqué. Mais il faut être déterminé, il faut être persévérant. Il faut surtout faire beaucoup de sacrifices. Et sans sacrifice, la réussite, pour moi, c'est quasiment impossible. Et le plus important, c'est de prendre toujours le courage, d'être focus sur les objectifs et d'avancer. Et surtout de ne jamais abandonner. C'est pas facile, mais l'abandon, c'est égal à l'échec, quoi. Exactement. Donc, l'échec même, c'est l'abandon. Et les difficultés, tous les grands hommes qui ont aujourd'hui réussi sont passés par l'échec, par les difficultés. Et si on abandonne à chaque fois qu'on est en difficulté, donc on ne va pas avancer. Ça peut être aussi un frein à notre progrès, à notre développement. Et j'invite tout le monde à prendre le courage et à continuer à se battre malgré les difficultés. Voilà le dernier message que j'ai à dire aux gens. Merci beaucoup, Togo. Konaté, tu as un dernier mot? En tout cas, il est vraiment la preuve vivante. Donc, j'invite les gens vraiment à acheter le livre, à lire. C'est très intéressant. Les histoires qu'il raconte, vraiment, ce qu'il a dit, hein, c'est digne vraiment d'un film indien, quoi. Donc, Nima l'air siglé, qu'avocat l'air de doigt, non, ça c'est pas vrai. Ni bête ça que moi qu'il là, quoi. Chaque mal à venir contrôle là. En réalité, c'est vrai. Et je pense qu'au fin, il demain qui forge, car c'est qu'il comme ouais, il rêve de chouam là. Vraiment, je t'encourage toujours sur cette lancée. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à venir, Inch'Allah. Donc, j'invite également les internautes à commenter comme d'habitude et à faire des suggestions, voilà, sur les personnes, les entrepreneurs qui souhaitent voir sur notre plateau. Et je vous dis à la prochaine. Merci bien, Konaté. Merci, Togo. Alors, comme Konaté l'a dit tout de suite, on va vous inviter réellement à acheter le livre parce que le meilleur moyen de soutenir les gens, c'est de payer leurs produits, leurs services. C'est tout. Le reste, là, c'est du bavardage. Et le bavardage, là, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, acheter le livre, il ne coûte que 12 000 francs CFA. Et 12 000 francs CFA, c'est l'histoire de presque toute une vie. Toute une vie qui est racontée. C'est peut-être le fait de pouvoir éviter des 5 ans, 10 ans de répétition et d'échecs inutiles en découvrant le contenu de ce livre. C'est à ça que servent en fait les documents, les livres et les formations qu'on vous invite quotidiennement, tous les jours à lire. Donc c'était le grain des entrepreneurs. On était avec un entrepreneur exceptionnel, un entrepreneur à part entière. Et j'espère que vous allez continuer après l'émission dans le livre à découvrir le reste de son histoire. Inch'Allah. Au prochain épisode. Bye bye. Merci. Merci bien.